double présentation ce soir. J'avais déjà fait une présentation un petit peu sur les dirigeables au début de l'année, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, juste donner quelque chose, deux, trois choses essentielles pour ensuite, pour camper le dessin, si vous voulez, ou le décor avant d'en arriver aux nazis. Le Zeppelin est associé dès le début au milieu de l'ère impériale, à partir de 1900, mais surtout de 1908, avec l'Allemagne. Ça devient un symbole de l'identité allemande grâce au comte Zeppelin, Graf Zeppelin, comme on l'appelait. Comte Zeppelin qui décède de vieillage en fait en 1917 et évidemment dont les dirigeables sont interdits par le traité de Versailles à la fin de la guerre. Et en 1919, en fait, l'Allemagne se retrouve comme une démocratie en 1919, mais une démocratie qui peine à se trouver, qui se cherche, qui a beaucoup de problèmes à ses débuts avant de se stabiliser vers 1923-24 et qui reste stable en fait jusque vers 1930-31 quand la crise économique commence à faire poindre le nazisme qui va nous concerner là. Mais pendant cette période-là, je tiens à signaler, donc, ces quelques images l'illustrent, que du planeur au dirigeable, il y a toujours un sentiment d'appréciation de l'aviation. Les Allemands ont vraiment ce sentiment de l'aérien, tout comme les Français d'ailleurs, mais en Allemagne, on le trouve particulièrement exprimé, notamment dans les concours de planeurs. Une nouvelle compagnie qui voit le jour à partir de 1925, une certaine Lufthansa, qui n'est pas la même compagnie que l'actuelle, même si l'actuelle a racheté le nom à partir de 1955, mais enfin, elle existe déjà. Et aussi les premiers vols de service postal à partir de 1919 aussi. Un dirigeable, notamment en 1924, qui rappelle aux Allemands le bon vieux temps d'avant la guerre. Et puis, évidemment, les traversées de l'Atlantique, parce que tout le monde fait une traversée de l'Atlantique. Il n'y a pas que Lindbergh. Donc, c'est juste pour camper le scénario, ça vous donne une idée qu'il y a cette espèce d'engouement pour l'aviation. Et l'avantage, ce qui est important à noter, c'est qu'il vient de tous les côtés. C'est-à-dire que des gens de gauche s'associent notamment aux planeurs, parce qu'ils trouvent que c'est quelque chose que tout le monde peut apprécier d'une certaine façon en club. Évidemment, des gens de la droite conservatrice, et évidemment, des gens qui vont adhérer plus tard, ou même déjà à l'époque, au parti nazi. Donc ça, c'est la situation quand, en 1933, le 30 janvier, un certain Adolf Hitler devient chancelier de l'Allemagne. C'est un accord qui existe entre la droite conservatrice et le nazisme, parce qu'en fait, les nazis ne contrôlent pas du tout le gouvernement en 1933 en janvier, mais en l'espace de 4 mois, ils transforment l'Allemagne, qui était une démocratie, en une dictature. Un des personnages les plus proches de Hitler associés à ce succès, non seulement de la propagande nazie avant 1933, mais après, c'est le docteur Goebbels, que vous voyez ici en compagnie de sa famille, qui, par exemple, a réussi plutôt à associer notamment à la droite conservatrice, toujours associée à un certain Hindenburg, dont je vais parler tout à l'heure, un maréchal de la Première Guerre mondiale, à Hitler, qui n'a jamais été officier, qui était un petit caporal paumé dans les tranchées. Et ce genre de poster, d'affiche qui dit « Nous choisissons Hindenburg, nous choisissons Hitler, vote pour ces deux-là, où que tu sois », c'est une façon, en fait, selon Goebbels, en 1932, d'asseoir un petit peu le pouvoir du nazisme. Et c'est ce qui va permettre effectivement aux nazis donc, de contrôler la situation à partir de 1933. Seulement, Goebbels a un petit problème quand il s'agit des dirigeables. Et voilà, oui, c'est un problème. Parce que le dirigeable, en fait, et son promoteur principal, le docteur Reckner, sont associés à la démocratie de Weimar. Alors, pour camper encore un petit peu le scénario, le docteur Reckner, par exemple, c'est le successeur du comte Zeppelin. À l'origine, il était simplement le patron des relations publiques à la base chez Zeppelin, mais il est devenu un mordu des dirigeables. En fait, il a même fait son diplôme de pilote de dirigeable. Il a formé des pilotes de dirigeables pendant la Première Guerre mondiale. Et après la Première Guerre mondiale, vers 1922-23, en fait, il réussit à prendre le contrôle de la compagnie, qui en fait, elle était sur le point de se reconvertir dans des productions métal, casseroles, des chauffe-eau, des choses comme ça. Et il devient associé effectivement au dirigeable, donc celui de 1924, qui est livré aux États-Unis en guise de réparation. C'était un contrat passé qui a permis à la compagnie de survivre. Et plus tard, en 1927, il fait construire le Graf Zeppelin, qui est en fait un prototype
de dirigeables à long cours. Et à une époque où l'avion arrive tout juste à apporter, après maintes escales, un petit peu de courrier, notamment en Amérique du Sud, on pense à l'aéropostale, et ben le dirigeable Graf Zeppelin, notamment, semble en fait sauver la mise pour l'Allemagne. Ce sera effectivement le moyen de transport du futur. Et Eckner, qui est très conservateur, c'est un archi-conservateur, pas de l'extrême droite, mais de la droite conservatrice, en revanche, voit d'un très mauvais œil tout nazisme. Donc, c'est un gars qui, tout en étant ultra-conservateur, accepte les affres de la démocratie qu'offre Weimar. C'est pas rigolo d'être dans une démocratie quand on était un souteneur de l'empereur d'Allemagne jusqu'en 1918, mais bon, il joue le jeu. Donc, c'est un homme un petit peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Et en 1932, notamment, il s'est présenté aux élections présidentielles en Allemagne. Un président en Allemagne, ce n'est pas comme un chancelier. Un président en Allemagne, c'est un poste honorifique, commandant des armées, certes, mais sinon, tout le pouvoir, comme de nos jours en Allemagne, revient au chancelier ou à la chancelière, en l'occurrence, chez nous en ce moment. Chez eux en ce moment. Donc, le docteur Eckner s'était présenté. Ensuite, il a refusé, il a décidé de ne pas se présenter parce que le président sortant, Hindenburg, s'est représenté. On va en reparler dans un petit moment. Mais évidemment, ça fait l'année qu'il y a un certain Adolf Hitler qui voulait aussi se présenter comme président. Il n'était pas sûr d'être chancelier, il y avait aussi la présidentielle. Et Hitler a perdu. Donc, en gros, ce type n'est pas exactement aimé des nazis. Mais il est aussi, si vous voulez, un représentant de cette Allemagne démocratique qui essaye tant bien que mal de s'en sortir. Donc, comment est-ce qu'on va transformer ça? L'arrivée au pouvoir des nazis et la transformation d'une dictature passe notamment par un processus dit de Gleichschaltung. Alors, on peut rire en disant à vos souhaits, mais si on traduit en français, plus ou moins, quoique c'est un terme que les nazis ont en fait détourné, ça veut dire coordination, mais coordination de tout niveau de la société en vue d'un contrôle total des individus, des syndicats, des corporations. Je ne sais pas si vous faisiez partie de la Société des éleveurs d'abeilles. Oui, il y en avait une en Allemagne, tout comme en France, etc. Le vendredi soir, un petit peu après janvier 1933, le bureau de la Société des éleveurs d'abeilles fermait. Le lundi matin, ça réouvrait comme étant le bureau nazi de la Société des éleveurs d'abeilles. Ce n'était pas justement un changement de nom, c'était en plus avec des membres du parti en uniforme qui commençaient de contrôler tout le monde, de voir s'ils étaient des bons ariens, pas des socialistes, des communistes ou bien entendu des juifs. Donc ce processus de Gleichschaltung, en fait, va imprégner toute la société allemande. C'est de là qu'on peut parler d'une révolution nazie. Il ne s'agit pas simplement d'un dictateur au sommet, c'est tout le monde qui participe. Voilà. Et la société Zeppelin, la compagnie Zeppelin, qui évidemment bricole les dirigeables, est aussi de cette façon transformée. Tout le monde ne fait pas partie du parti nazi. Hein. Ce n'est pas facile, notamment, en fait, c'est moins facile qu'il n'y paraît de faire partie du parti nazi, mais en revanche, on fait partie de toutes les associations contrôlées par les nazis, que ce soit les syndicats ou autres. Donc, premier processus, déjà en 1933-1934, cette façon de confirmer le pouvoir nazi, notamment dans toutes les compagnies privées ou publiques. Un autre symbole, une autre façon aussi de transformer la société nazie, d'affirmer que le nazisme est là et qui va vraiment faire des changements, c'est notamment, par exemple, de changer le drapeau de l'Allemagne. Alors évidemment, on sait bien qu'ils ont changé le drapeau en drapeau nazi, que vous voyez là, mais à l'origine, la question est un petit peu différente. On décide de faire ça doucement. Alors, par exemple, pendant la République de Weimar avait utilisé les anciennes couleurs impériales sans l'aigle, c'est-à-dire le noir, le blanc et le rouge. Alors, pour faire bonne figure, les nazis disent que tous les avions, quels qu'ils soient, tous les aéronefs, d'un côté seront peints en noir, blanc, rouge sur la queue, et de l'autre côté, évidemment, rouge avec la grande swastika. Et ça, c'est l'exemple du Graf Zeppelin, ce même dirigeable qui avait fait le tour du monde, qui était un prototype dirigeable de transport, qui, durant cette période, effectivement, a ces deux couleurs. Ce peut paraître un détail, mais vous allez voir comment ça peut jouer dans un sens ou dans l'autre. Mais évidemment, vous imaginez, regardez un peu l'échelle des gens à côté du dirigeable, ça vous donne une idée un peu de la taille de ce truc-là. Si l'on veut parler tout simplement de propagande visuelle, ça, on en prend plein la figure. Mais dès 1933, effectivement, le docteur Goebbels se dit, bon, on est coincé avec ce Gus, Eckner, mais on va au moins utiliser le dirigeable tant que l'on peut. Alors, on va lui dire que, on soutient, on va payer justement le vol transatlantique du Graf Zeppelin à destination de Chicago.
là, il y a l'exposition nationale A Century of Progress. C'est un petit peu comme les expositions universelles qu'il y avait en France ou un peu partout dans le monde. Cette fois-ci, elle se tenait à Chicago. Chicago a une très grande communauté allemande à l'époque. Qui encore parle l'allemand. Il y a même des journaux en allemand publiés. Et donc, l'idée, c'est de montrer que la nouvelle Allemagne de Hitler est de retour et qu'elle vient faire un petit coucou. Alors, Eckner reçoit effectivement les fonds, ce qui l'arrange, parce que d'un autre côté, il veut aussi promouvoir le dirigeable. Mais en même temps, on lui dit, mais vous allez faire des tours autour de Chicago avec justement les gens verront la swastika, ce sera très bien. Alors évidemment, Eckner, moins bête qu'il n'y paraît, se dit bien sûr, on va obéir tout ça, mais il fait faire, comme commande le dirigeable, il fait faire le tour du dirigeable en montrant seulement les couleurs impériales tout autour de Chicago. Et quand on lui demandait pourquoi vous avez fait ça, il dit mais c'était le sens du vent, ça arrangeait pour le dirigeable, donc il s'en sort. Mais ça vous donne une idée déjà un petit peu des petites manigances qui vont aller d'un côté comme de l'autre. Alors, Eckner, évidemment, cause des tensions sur ce plan-là, parce qu'il y avait évidemment des représentants du consulat d'Allemagne nazi qui étaient au sol, qui ont vu qu'il n'y avait que les couleurs impériales qui avaient été montrées. Donc, ça a fait jaser. Mais évidemment, il y a d'autres moments où on ne peut pas éviter l'usage du dirigeable comme instrument de propagande. Et on voit ça notamment en septembre 1933, lors de la première journée du parti à Nuremberg. En fait, les journées du parti existaient déjà depuis 1921-22, mais c'est la première journée où effectivement les nazis sont aux commandes. Donc, c'est le scénario qui va en fait faire partie de toute la manifestation nazie où le dirigeable arrive. Et c'est toujours la même chose d'ailleurs, c'est le principe un peu de propagande. On fait poireauter des dizaines de milliers, voire même des centaines de milliers de gens en uniforme, que ce soit les jeunesses nazies, les membres du parti, les membres du public. On les fait poireauter pendant des heures parce que Hitler était toujours en retard. Pour bonne mesure, au bout d'un moment, on fait passer le dirigeable, ça chauffe tout le monde, on est très content, on chante évidemment l'hymne national allemand, et après, enfin, le Führer arrive, et donc le dirigeable a présenté le Führer, et le Führer fait un discours des plus banals. Si vous lisez tous les discours de Hitler, c'est toujours d'une banalité à pleurer. Le problème, c'est son charisme qui transmet, et les gens, évidemment, se sentent très fiers d'être des bons Allemands, et certains, évidemment, adhèrent, quand ils le peuvent, au parti nazi. Même s'il n'y a jamais eu une majorité d'Allemands qui ont fait partie du parti nazi, la plupart, à partir de 1934-35, suivent le parti, ne résistent pas. Et le dirigeable a son rôle à jouer donc dans cette propagande. Mais ce n'est pas tout. Pendant la République de Weimar et vers la fin de la République de Weimar, Eckner avait projeté de construire un vrai dirigeable, un dirigeable qui serait non plus un prototype, mais pourrait transporter des dizaines de personnes en tout confort de par le monde. Il s'était attelé à partir de 1930-31, enfin pas lui, mais ses ingénieurs. Ils avaient été retardés en partie d'abord par la crise économique mondiale, qui fait que les fonds qu'ils espéraient obtenir du gouvernement allemand comme subside ne se sont pas matérialisés. Il y avait aussi un problème qu'un dirigeable anglais en 1930 s'était abîmé à Beauvais, dirigeable R100, qui avait coûté plus de 50, qui avait fait plus de 50 morts. Et donc, les Allemands avaient vu ce danger avec l'hydrogène dans un dirigeable de cette taille. Et l'Hindenburg était à peu près de la taille comparable au dirigeable R100, mais anglais. Donc, la construction de l'Hindenburg est retardée. Et enfin, c'est à partir de 1934, plus ou moins, que Eckner obtient ses fonds du parti nazi. Et on le sait parce que quand on regarde, bon, d'abord, c'est évidemment publié, mais aussi quand on lit le journal privé de Goebbels, il écrivait régulièrement dans un journal qui a en partie survécu, il moquait un petit peu, il dit, bon, Eckner a eu ses fichus fonds, bon, on va voir ce qu'on va voir. C'est en gros ce qu'il raconte en allemand. Ça veut dire qu'ils vont quand même en faire un bon instrument de propagande. Et on voit cela notamment dans la construction déjà du dirigeable. Des brochures sont publiées, des articles paraissent dans les grands hebdomadaires à grande circulation. Et c'est toujours vers Deutsche Zukunft, l'avenir du travail allemand. Ça c'est vraiment le travail allemand. C'est comme ça qu'on travaille. Les individus sont là, mais l'individu, en fait, dans l'idéologie nazie, ne compte pas. L'individu,
fait, est atomisé, et atomisé on ne peut plus dans le cas de la construction d'un dirigeable absolument gigantesque qui va évidemment voler. Donc il y a toute cette fascination avec la technique, mais qui joue un peu sur un côté mélodramatique, romantique, pour suggérer qu'il n'y a que les nazis pour pouvoir réussir ce genre de choses, alors qu'en fait c'était tout à fait un dessin qui avait déjà été assis pendant la République de Weimar par les ingénieurs. Il y a bien sûr des modifications, mais enfin, vers fin 1935, le dirigeable est prêt. Ouf! Mais comment va-t-on l'appeler? Ah, c'est que c'est compliqué les choses comme ça avec les nazis. Le dirigeable LZ-127, le Graf Zeppelin, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était très logique à la limite de l'appeler du nom du fondateur de la compagnie. Le LZ-128 ne fut pas construit, parce qu'il s'agissait en fait d'un modèle trop proche du dirigeable anglais qui avait été explosé, qui s'était écrasé. Donc, on avait dessiné le LZ-129. Mais pourquoi l'appeler Hindenburg? Alors là, c'est aussi un peu le fruit de la propagande. Beaucoup de gens ont dit qu'il y avait une rumeur qu'on allait l'appeler Adolf Hitler. Alors, dans les archives fédérales allemandes que j'ai consultées, non, il y a des suggestions de l'appeler Adolf Hitler, mais ça tombe à plat. Personne n'est intéressé par cela. Il y a beaucoup de suggestions, et là, ça monte un petit peu plus haut, de l'appeler Germanie. Et enfin, il y a un télégramme succinct, fin 1935, qui dit « Le Führer a décidé que le dirigeable s'appellerait Hindenburg ». C'est une décision de Hitler, d'accord ? Et pourquoi choisir Hindenburg? Alors, il faut malheureusement faire un petit bond en arrière, je m'en excuse. J'ai parlé tout à l'heure du fait que les nazis avaient tenté de s'associer avec la droite conservatrice, et c'est effectivement un paradoxe, mais Hindenburg, le grand maréchal de la Première Guerre mondiale, Hindenburg pour les Allemands à l'époque, c'était un peu comme Pétain à l'époque pour les Français, juste pour camper un peu le personnage, d'accord? Et bon, ancien président. Hindenburg meurt de sa belle mort, quoi, un peu sénile, en août 1934. Voilà. Mais Hitler avait toujours tenté de s'associer avec lui. Alors, le grand maréchal et le petit caporal, ils ont joué le jeu là-dessus, notamment dans la propagande. Hindenburg détestait Hitler, il ne pouvait pas le supporter, il le trouvait absolument vulgaire, un mécréant, pas important. Mais en même temps, Hindenburg était ultra-conservateur, écoutait ses conseillers ultra-conservateurs et avait été d'accord de nommer Hitler. Et le paradoxe, c'est que Hindenburg, en tant que président, de par la Constitution, nommait le chancelier. Et donc, Hitler avait été nommé chancelier en janvier 1933 par Hindenburg. Donc, il joue un peu sur la continuité historique allemande. C'est quelque chose dont les nazis sont très, très fiers. Ils jouent avec l'histoire, comme beaucoup de dictatures le font, bien entendu. Staline le fait aussi en parallèle. Mais Hitler choisit très précisément quel personnage il veut, il veut vraiment célébrer. Alors, Hindenburg en tant que maréchal, ça marche. Et puis évidemment, il suffit de regarder le nombre de croiseurs allemands, par exemple, qui sont nommés au nom de grands généraux, de grands amiraux allemands. Voilà, c'est un peu le même principe. Donc Hitler, en choisissant Hindenburg, il fait en fait la jonction avec un personnage qui était très populaire dans l'Allemagne de Weimar. Des gens tant conservateurs qu'au centre, peut-être pas trop à gauche, mais au centre, admiraient toujours Hindenburg. Donc, nommer le dirigeable en son nom, c'est quelque chose qui est tout à fait logique. Et c'est Hitler qui choisit ce nom-là. Pourquoi, une dernière petite question, n'a-t-on pas fait passer le nom Adolf Hitler au Führer pour voir s'il était d'accord? Parce qu'après tout, il y a des places Adolf Hitler partout. Hitler, en fait, détestait le dirigeable, il faut bien se le dire. Hitler avait peur du dirigeable. C'est dans les mémoires de Werner von Braun, qui est un des grands pionniers de l'astronautique, celui qui a construit notamment conçu la fusée Saturne V qui a permis d'aller vers la Lune. Eh bien, Werner von Braun, dans un de ses mémoires, se souvient d'une rencontre avec Adolf Hitler, où Hitler s'emporte en disant jamais je ne m'assierai dans ce sac à gaz qui va exploser. Je déteste ces choses-là. Alors qu'Hitler volait volontiers en avion. Donc, son mépris pour le dirigeable, un peu, c'est un petit peu ironique qu'il choisit d'appeler le dirigeable Hindenburg. Donc voilà pour la petite histoire qui se retrouve dans les archives. Alors le Hindenburg, il vole pour la première fois le 4 mars 1936. Vous le voyez là, c'est une image colorisée évidemment, au sortir de son hangar de Friedrichshafen. C'est le hangar qui avait servi aussi à le fabriquer. Et très vite, dans les 3 semaines qui suivent, effectivement, il y a une demande que le Hindenburg et le Graf Zeppelin participent à un vol de propagande.
Alors, je campe la situation. En mars 1936, c'est aussi quand Hitler choisit de remilitariser la Rhénanie. La Rhénanie, c'était une région entre la France et l'Allemagne, mais en territoire allemand. Et de par le traité de Versailles, mais aussi les accords de Locarno, qui avaient donné le traité de paix entre la France et l'Allemagne en 1925, eh bien, l'Allemagne s'engageait à ne pas militariser la zone qui était juste à côté de la France. Comme ça mettait les Français un petit peu plus à l'aise, parce que s'il s'agissait de réarmer ou de traverser, il faudrait au moins une quinzaine d'heures, voire 24 heures, pour déménager quelques divisions dans la Rhénanie. Ça donnerait le temps aux Français de se réveiller et de se défendre, quoi. Donc, c'était ça le principe. Mais Hitler joue le jeu, quitte ou double, il remilitarise la Rhénanie en mars 1936, et il n'y a aucune réaction française ni aucune réaction anglaise. Ça fait partie de l'histoire des relations internationales, je ne vais pas m'étendre dessus, mais Hitler, pour essayer de montrer qu'il a en fait le soutien populaire, ordonne un référendum. Ce référendum est censé lui donner le soutien pour sa remilitarisation de la Rhénanie, donc simplement installer des troupes à Cologne, à Coblence, etc. Et aussi, en même temps, réaffirmer sa décision de remilitariser l'Allemagne qu'il avait annoncée en 1935. Donc, une abrogation du traité de Versailles qui avait donné lieu à très peu de protestations de la part des Alliés. Donc, Hitler veut son dirigeable. Alors, le Graf Zeppelin s'envole, mais du côté de Friedrichshafen, le Hindenburg doit s'envoler. Le capitaine aux commandes, qui n'est pas membre du parti nazi, mais qui est très proche des nazis quand même, décide de se dépêcher et il décolle trop cabré et Vlan, voilà, il casse une partie de la dérive qui est quand même bien nécessaire. Donc, on ne peut pas aller faire un petit tour d'Allemagne et lancer des trucs de propagande avec la moitié de la dérive qui est en lambeaux. Donc, il doit se reposer. Le Graf Zeppelin s'en va sans lui. Il répare à la hâte tout ceci. Évidemment, il y a quelques photos qui existent. Elles ont été prises en fait par deux Américains, dont Harold Dick, qui était un observateur détaché auprès du ministère des Transports allemand et auprès de la compagnie Zeppelin. Et c'est comme ça qu'on sait ce qui s'est passé. Ces photos, en fait, sinon, elles n'auraient pas été diffusées. Et le dirigeable enfin décolle et réussit donc à faire son tour d'Allemagne avec le Graf Zeppelin. Et ça, c'est le genre de propagande qui jette par-dessus bord. Alors, travailleur allemand, sais-tu que grâce à la force à travers la joie, la beauté du travail, le Führer te les amène, donc donne-lui ta voix, etc. Ou au milieu plus intéressant même, 37 partis ont détruit le Reich en 15 ans. Un homme, Adolf Hitler, l'a reconstruit en 3 ans, donc donne-lui ta voix, etc., etc. Le Führer, tu as besoin de ton aide. Ce qui évidemment est une complète mascarade de l'histoire récente. S'il y a 37 partis qui ont détruit le Reich en 15 ans, et bien le parti nazi, en fait, en faisait bel et bien partie, disons-le tout de suite. Enfin, évidemment, le Reich, donc l'Empire est content et donc l'Empire est libre et donc son peuple doit être heureux, mais pas libre, ça s'entend, donc donne ta voix au Führer le 29 mars. Et évidemment, pour bonne mesure, il y a un vote à bord des dirigeables qui donne un 99,78% de voix pour le Führer, comme s'il y avait un autre choix. Mais on joue le jeu, voilà, ça y est, c'est une affirmation de la propagande. Et toute cette année 1936, en fait, c'est un triomphe pour le dirigeable, notamment le Hindenburg, qui a une saison complète de traversée de l'Atlantique Nord jusqu'à New York. Donc, il part de Francfort avec des gens qui payent très cher, évidemment. C'est largement plus cher même que le prix d'un billet Concorde jusqu'en 2003, quoi. Il revient, enfin, il n'y a pas de problème. Il semblerait effectivement que le transport aérien commercial de passagers peut se faire effectivement par dirigeable, même si c'est quand même relativement long, c'est 2 à 3 jours hein, en fonction des vents. Pour bonne mesure, le dirigeable participe aussi à l'inauguration des Jeux olympiques de 1936, ce soi-disant triomphe nazi. Donc, évidemment, on peinturlure le symbole olympique sur le dirigeable Hindenburg. Le Graf Zeppelin aussi le porte. Et donc, tout ça, ça donne l'illusion d'une Allemagne heureuse. D'ailleurs, pour bonne mesure, le ministre de la Propagande, qui évidemment orchestre tout ça, donne des ordres de ne pas malmener les Juifs allemands qui sont déjà en train de souffrir de nombre de lois anti-juives à l'époque. Donc, on calme le jeu pour donner cette illusion d'une Allemagne stable et forte, etc., etc.
Et tout ça a l'air de procéder au rythme que l'on attend. Donc 1937, évidemment, on l'attend tout de suite. Et la première traversée, évidemment, c'est ce qu'on a tous vu peut-être en vidéo, à la télévision, sur YouTube. Donc je ne vous le remontre pas, je vous montre plutôt le résultat. Après le 6 mai 1937, la cata complète, puisque c'est filmé. Il y a un reportage, on peut encore écouter même le reportage radio d'un des grands reporters de l'époque, qui, après moment d'émotion, en fait, fait passer des informations de qui a survécu, de qui on est sans nouvelles, etc. Et évidemment, pour faire bonne figure, le parti nazi décide que tous les gens qui sont morts, tant qu'ils sont allemands, sont des héros de l'Allemagne nazie, même s'ils n'étaient pas membres du parti nazi. Donc, c'est une façon de construire aussi ce mythe héroïque. Et évidemment, pour bonne mesure, on dit le dirigeable va revoler. Évidemment, le gros problème, c'était ce fichu hydrogène. Pourquoi le Hindenburg, destiné pour transporter de l'hélium non flammable, a-t-il en fait transporté de l'hydrogène? Parce que les États-Unis étaient le seul pays à avoir une réserve d'hélium stable et en quantité. D'ailleurs, c'est encore le seul pays, techniquement. Et donc, c'était considéré comme une réserve stratégique à utiliser notamment pour les dirigeables américains de la marine. Et c'est pourquoi, même quand il y avait des demandes d'exportation particulières de la part de l'Allemagne, même avec la sympathie que beaucoup de gens éprouvaient pour M. Eckener, qui lui-même avait en fait été démis de ses fonctions, il participait toujours à la compagnie Zeppelin, mais il ne la contrôlait plus de par les nazis, eh bien, il y a toujours un refus, notamment du secrétaire d'État au commerce, du président Roosevelt, qui disait « Ah non, je suis désolé, il y a les règles, etc. » Et le président se gardait bien de contremander son secrétaire d'État au commerce. Donc, c'est pour ça que en fait, le dirigeable Hindenburg avait volé à l'hydrogène, et son successeur, le LZ-130, qui est en train d'être construit, c'est le Graf Zeppelin 2, sera aussi rempli à l'hydrogène. Mais évidemment, il ne transportera pas de passagers, car en fait, 1936 marque la fin du trafic aérien des dirigeables avec de l'hydrogène. S'il y avait eu de l'hélium, peut-être était utile pour le transporter, mais sinon, c'est la fin des dirigeables. Alors, ils servent encore de propagande à l'occasion, il y a quelques vols d'essai, tout le monde aime bien le dirigeable LZ-130 et le vieux LZ-127. Le vieux LZ-127 lui-même, d'ailleurs, se retrouve transformé en musée à Francfort, que les gens peuvent visiter pour quelques marques. Et donc, c'était un peu une fin peu glorieuse du dirigeable. Sauf pour le LZ-130 qui participera à quelques vols d'espionnage au large de la côte anglaise pour essayer de repérer les installations radars durant l'été 1939. Mais en fait, à partir de 1940, c'est la destruction finale dans un hangar de Francfort. Il existe certaines photos, mais en fait, il semblerait qu'elles soient en fait un petit peu trop refaites, donc c'est pour ça que je ne vous en montre pas. Mais le maréchal Göring, commandant de la force aérienne allemande et donc de toute l'aviation allemande, donne l'ordre, et malgré les demandes des officiels civils et des officiels de la compagnie Zeppelin, c'est ainsi que se termine en fait l'épopée du dirigeable nazi. Mais en fait, c'est une épopée qui avait déjà fini en 1937. Alors, pour conclure, que dire à propos de ce dirigeable? C'était en fait un instrument très utile pour le docteur Goebbels, mais ce n'était pas son principal instrument. Son principal instrument, c'était la radio, par exemple, que les nazis contrôlaient pleinement. C'était les débuts de la télévision, en fait, que personne ne regardait parce que les récepteurs coûtaient trop cher. Mais il y avait bien d'autres manières de mobiliser la masse populaire allemande. Cependant, le dirigeable était quand même un outil utile parce qu'il faisait partie de cette tradition allemande. Mais il ne fallait pas trop l'utiliser parce qu'il y avait aussi une dérivation d'une certaine nostalgie. Beaucoup de gens se souvenaient avec plaisir du comte Zeppelin. Le comte Zeppelin était un vieil autoritaire de l'époque impériale, d'accord, mais l'époque autoritaire était quand même différente de l'époque dictatoriale nazie. Donc c'était vraiment quelque chose où il fallait faire attention comment on s'en servait. Et ça donne en fait quelques informations sur la façon dont la propagande peut marcher, mais aussi peut se retourner contre soi. Alors évidemment, l'accident, ça affirme un retournement total, mais aussi le fait que les gens voyaient en le dirigeable une période nostalgique qui pouvait aussi rappeler la démocratie. Voilà, je vous remercie, et puis passons à la discussion avec Svetlana et tout le monde. Merci énormément, Guillaume. Ton français est également excellent.
Attends, alors je vais arrêter de partager, comme ça on peut passer Alors, à la discussion. j'en profite pour signaler que tu as écrit un livre sur les zeppelins qui est en fait, si je ne dis pas de bêtises, en fait ta thèse, c'est ça, le texte de ta thèse. C'est Euh, ça, j'ai, oui. j'ai vu, là, je viens de regarder sur Amazon qu'il existe deux versions, une version brochée et une version reliée. Alors, la reliée est à 107 euros, mais la brochée, on peut quand même la toucher à 19 euros d'occasion. Du coup, je mets le lien dans le chat si vous voulez aller plus loin sur cette histoire de Zeppelin. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des C'est questions? possible? Oui. Ah bon? J'ai noté une différence entre deux pays, entre deux dictatures, l'Allemagne et la soviétique. En 1935, à l'Union soviétique, il y avait une tragédie aussi. Le plus grand avion du monde, Maxim Gorky, c'était un avion géant, est tombé lors d'un vol de démonstration et il y avait 40 ou 50 victimes, je ne me rappelle pas, mais il y avait un deuil officiel, mais personne de ces victimes n'a été classé parmi des héros parce que les échecs dramatiques ont été exclus du projet d'aviation soviétique. Oui. C'est un projet tout à fait positif. Oui. Il me semble comme ça. C'est intéressant de voir comment est-ce qu'il décide qui sera un héros et qui ne le sera pas. Et, est-ce que c'est Staline qui décide ça ou est-ce que ce sont d'autres? Oui, c'était la décision de Staline. Oui, D'accord, sa décision. Oui. intéressant. Mhm. Est-ce qu'il y avait des dirigeables en Russie, Svetlana? Oui, bien sûr, je n'ai rien dit sur les dirigeables en Union soviétique. Et en Russie impériale, il y en avait aussi. Il y avait des démonstrations, des vols démonstratifs des dirigeables et ils étaient assez populaires grâce au programme italien, grâce au programme Nobile. Oui, et vous savez que Nobel est devenu un constructeur des dirigeables à l'Union soviétique. On lui a donné la possibilité de construire les dirigeables, mais après quelques catastrophes euh, y compris la catastrophe de Hindenburg, on a fermé ce programme de dirigeables et le symbole des aéronautiques à l'Union soviétique, c'est bien sûr l'avion, pas dirigeable. Et j'ai une question, si c'est possible, à Guillaume. Je ne sais pas, je sais que dans les années 30, les avions sont rapidement tombés en panne, mais c'est à cause des matériaux, etc. Et quelle était la durée de vie des dirigeables à l'exclusion des catastrophes, mais normalement? C'est très aléatoire parce que chaque dirigeable avait besoin de temps de travail, Mhm. de nombre de mécaniciens. En fait, on les dorlotait presque. C'est comme des grands bébés, si on vous voulez. Et donc, cela signifiait que comparer la durée de vie d'un dirigeable à celle d'un avion est un peu difficile parce que chaque Mhm. vol de dirigeable, en fait, était un peu spécial, était unique, même quand on essayait d'en faire une routine. Et Mhm. ce n'est pas seulement chez les Allemands que c'est le cas, on voit ça chez les Américains où ils ont de l'hélium, ils utilisent des dirigeables dans la marine américaine, et en fait, ils en perdent trois dans les grandes catastrophes, euh, parce qu'effectivement, ils s'en occupent très bien, mais en même temps, ils doivent faire face aux gros problèmes de la météo américaine, où il y a des tornades, des orages absolument gigantesques, des choses en fait dont ils ne font pas l'expérience en Europe. Mhm. Donc, comparer directement est un peu difficile, malheureusement. Mhm. Euh,
Je dirais que c'est un petit peu, d'une certaine façon, le dirigeable, c'est un petit peu comme le Concorde en France ou le Tupolev 144 en Union soviétique. C'est-à-dire que pour qu'il puisse voler bien, il fallait toujours bien s'en occuper au début. Et donc, le nombre d'heures de travail par rapport à la longévité, c'est ça qu'il faudrait calculer. Et il y a différentes formules pour ça, mais c'est difficile de le faire à l'époque. Ah, merci. Une question, Guillaume. Les dirigeables, il y en avait sur l'Atlantique Sud ou il y avait juste est-ce qu'ils concurrençaient l'aéropostale, par exemple? Alors, le Graf Zeppelin, le prototype, il est relégué à l'Atlantique Sud et en fait, il s'en sort pas trop mal, notamment pour le transport des passagers, puisque l'aéropostale voudrait bien faire du passager, mais en fait, leurs avions, ils sont bons pour le courrier, mais ils ne sont pas bons pour autre chose. Il faut bien se dire que voyager en avion, c'est très inconfortable à l'époque, où qu'on soit, que ce soit un vol court ou un vol long. On vole sous les nuages, il n'y a pas de pression dans la cabine, on a froid, on a chaud, on a même parfois les gaz du moteur, donc c'est très inconfortable, très bruyant. Donc, il n'est pas question de mettre quelqu'un dans un avion pour une traversée Atlantique Sud. Alors, ça fait une concurrence féroce à l'aéropostale, qui effectivement en plus a des problèmes financiers qui ont été discutés notamment dans une autre Aéromasterclass. Et ça, ce qui fait que en fait, le dirigeable semble avoir l'avantage. Bon, à partir de la fin des années 30, en fait, ça change parce qu'il commence enfin à y avoir des avions qui peuvent aller un petit peu plus loin, plus long. Mais bon, tout sera interrompu par la guerre. Donc, on peut dire qu'à une certaine époque, dans les années 30, le dirigeable avait l'avantage sur l'Atlantique Sud. Il y a une question de Zach qui s'adresse à vous deux, en fait. Est-ce que la propagande aérienne nazie ou stalinienne reflète la diplomatie des États? Quant à la diplomatie stalinienne, je sais que des avions soviétiques, de grands avions soviétiques, de meilleurs modèles, effectuaient des vols de démonstration en Europe. Et comme ANT-25, il donnait une grande impression quand il volait au-dessus des pays d'Europe. Et voilà, c'était une démonstration de la puissance du système socialiste. Oui, c'était un élément de la diplomatie, du charme de du régime stalinien. Oui, c'était un moment diplomatique, oui, des vols démonstratifs. Des vols démonstratifs, on l'utilisait. Et puis, je suis sûre que vous savez qu'il y avait une coopération très étroite entre Allemagne et l'Union soviétique dans les années 20, dans le domaine de l'aviation, pour éliminer des restrictions de Versailles. Oui. On a utilisé la possibilité de former des pilotes allemands à l'Union soviétique, oui, d'organiser la production à la terre chez nous. Oui. Voilà, c'était aussi une partie de diplomatie. Ce n'est pas encore stalinienne, ce n'est pas encore la diplomatie stalinienne, mais c'est la diplomatie des années 20. Oui. Comme ça. Oui, effectivement, il faut bien se dire à la limite que toute aviation des années 20 et 30, qu'elle soit totalitaire ou démocratique, fait fonction aussi de diplomatie parce que ça projette l'avancée moderne d'un pays. Alors, quand en France, je ne sais pas, le raid de Pelletier-Douasy se fait en Asie, des choses comme ça, c'est aussi, ça fait une bonne image pour la France. Pour ce qui est de l'Allemagne, effectivement, le dirigeable est important. Non seulement ça, mais aussi parce que c'était une époque où il n'y a pas encore vraiment de négociations unilatérales avec les 5 droits aériens ou même les 6 droits aériens comme on les connaît de nos jours avec l'OACI et l'IATA. Donc, par exemple, un vol de dirigeable standard dans les câbles des diplomates, des ambassades et des consulats, il faut demander la permission de survol.
Et ça devient standard. C'est là que c'est intéressant d'ailleurs de voir, par exemple, à partir de 1936, comme même par exemple les Suisses qui sont juste à côté de l'Allemagne, qui ont tellement l'habitude de voir des dirigeables sur leurs frontières, même parfois au-dessus, commencent à s'inquiéter un petit peu parce que les discours de l'Allemagne nazie, ça agace quand même des gens comme les Suisses. Et on voit ça dans les rapports diplomatiques de l'ambassade d'Allemagne à Berne, qui dit, bon, il ne faut pas trop chauffer, passons pas trop, faites pas passer le dirigeable plutôt au nord, pas là. La France, évidemment, surtout pas qui vole au-dessus des usines du Creusot. Donc, il y a toujours une certaine tension, notamment par rapport au dirigeable, de par le fait qu'il était évidemment un bombardier pendant la Première Guerre mondiale. Donc, c'est un instrument diplomatique, mais à double tranchant. Donc, il faut faire attention comment on s'en sert. Justement, la semaine dernière, avec Michel Bénichou, on avait vu l'usage militaire des ballons. Est-ce que le dirigeable conserve une potentielle utilité militaire dans les années 20-30 ou est-ce que c'est juste de la propagande? Alors, ça dépend de la marine française conserve quelques dirigeables, mais c'est plus à des fins d'être des gardes-côtes. Il y en a quelques-uns comme ça parce que c'est lent, mais ça permet justement de surveiller un peu la côte de façon tranquille. Mais sur le plan d'être une arme offensive, non, c'est fini. La vitesse du dirigeable est tellement peu élevée qu'en fait, ça en fait une cible idéale. Les Américains pensent l'utiliser comme une espèce de porte-avions géant. Sur un de leurs modèles, ils installent même quelques avions. L'idée, c'est de faire démarrer le moteur de l'avion, de le laisser tomber, et dès qu'il pique un petit peu, ça y prend de la vitesse et il s'en va. Et ces avions, en fait, seraient à la limite utilisés pour tant attaquer, mais aussi défendre le dirigeable. Ce qu'on voit là, en fait, c'est un peu la façon d'expérimenter dans les années 20 et 30. On découvre l'arme aérienne, dont on a fait les premières expériences dans la Première Guerre mondiale, comme David Deschamps en parle bien, mais en même temps, on ne sait pas encore très bien comment est-ce qu'on va l'utiliser. Est-ce que ça va être une arme de destruction massive? Est-ce que ça va être ci, ça va être ça? Alors, le dirigeable existe encore un petit peu, mais il est pris de moins en moins au sérieux, en partie aussi à cause des coûts. C'est extrêmement cher. Ce n'est pas seulement le dirigeable qu'il faut construire, c'est les hangars. Et l'infrastructure elle-même est tellement onéreuse que pour un hangar de dirigeable, on a au moins 3 bases aériennes avec des avions. Donc, c'est là qu'on voit un petit peu la différence. Le rapport de force commence à pencher évidemment pour l'avion plutôt que le dirigeable, même si le dirigeable, à des fins de propagande, est très important.